L'éveil de la cartographie. Bonjour. Depuis les premiers pas de l'humanité sur cette terre, le besoin de comprendre et de représenter l'espace qui nous entoure a été essentiel. Les premiers êtres humains, en quête de nourriture, d'abri et de sécurité, ont rapidement développé des moyens pour ne pas se perdre et pour partager leurs connaissances sur les territoires qu'ils exploraient. Ainsi est née la cartographie, une discipline née de l'exigence pratique, mais rapidement devenue un savoir fondamental. Les tout premiers croquis, qui peuvent être considérés comme des cartes, datent de plusieurs millénaires avant notre ère. Ils étaient gravés dans la pierre, dessinés sur des parois rocheuses ou tracés sur des morceaux d'argile. Ces représentations rudimentaires, bien que très simplifiées, avaient pour but de guider les voyageurs, de marquer des points d'eau, des montagnes ou des lieux de chasse. Elles étaient avant tout des outils pratiques, chargés d'une valeur immédiate pour la survie. Au fil du temps, la cartographie s'est sophistiquée. Les hommes ont commencé à observer le ciel, le mouvement des étoiles et du soleil, cherchant à comprendre leur position dans l'immensité. La notion de direction s'est imposée, avec l'utilisation de points de repère pour faciliter le voyage. L'orientation n'était plus seulement instinctive ou basée sur la mémoire orale, mais s'appuyait désormais sur des signes visibles et partagés. Être capable non seulement de se repérer, mais aussi de représenter cet espace commun est un saut intellectuel majeur. Les premières cartes géographiques documentées sont souvent rattachées à des civilisations anciennes comme celles de Mésopotamie ou de l'Égypte. Dans la région mésopotamienne, par exemple, des tablettes d'argile datant d'environ 3200 ans avant notre ère représentent des territoires avec des détails surprenants. Ces cartes montrent des villes, des cours d'eau, parfois même des frontières. Elles témoignent d'une organisation sociale avancée et d'une volonté de maîtriser le territoire. En Égypte, les cartes avaient une fonction à la fois administrative et religieuse. Les scribes dessinaient des plans de champs et de biens, indispensables pour la taxation et la redistribution des ressources. Ces cartes utilisaient des symboles codifiés, un premier langage cartographique destiné à être compris par une élite savante. Cette codification est une étape cruciale dans l'évolution de la cartographie, car elle transforme des signes isolés en un système cohérent. Les Grecs anciens ont fait progresser la cartographie en intégrant la pensée philosophique et scientifique. Figures comme Anaximandre ou Hécatée ont élaboré des représentations de la Terre basées sur des observations précises. Anaximandre, particulièrement, est crédité pour avoir conçu l'une des premières cartes en projection circulaire, représentant la Terre entourée par un océan. Cette conception illustre un effort pour comprendre la forme et la structure du monde, ce qui dépasse la simple orientation. Pendant ce temps, les marins phéniciens sillonnaient les mers méditerranéennes, collectant des informations cruciales sur les routes commerciales et les ports. Leur savoir empirique a contribué à enrichir les cartes existantes en intégrant de nouvelles terres et en corrigeant des erreurs. Ces échanges entre différentes cultures ont permis un enrichissement mutuel du savoir cartographique, faisant de la carte un objet à la fois local et universel. La cartographie, née des nécessités pratiques, est devenue une discipline à part entière. Les cartes ont su transmettre des connaissances sur des espaces éloignés, parfois inconnus. Leur réalisation exigeait une maîtrise technique du dessin, une capacité d'observation rigoureuse et une compréhension des relations géométriques entre points sur la Terre. Cette complexité démontre que les premiers cartographes étaient avant tout des savants engagés dans une démarche de connaissance. On ne peut passer sous silence la figure des scribes et des géographes qui, souvent anonymes, ont participé à cette aventure. Leur travail minutieux, parfois laborieux, consistait à compiler des données diverses, à les comparer, à les interpréter, puis à les traduire sous forme graphique. Le défi principal était d'adapter la réalité en un espace réduit, en maintenant suffisamment de précision pour que la carte soit fiable et utile. En cela,
ils n'étaient pas les premiers à tenter de représenter le monde sur une surface plane. L'évolution des supports a aussi marqué l'histoire de la cartographie. Des tablettes en argile aux rouleaux de papyrus, en passant par les parchemins, le support influe sur la forme et la transmission des cartes. Chaque matériau impose des contraintes techniques et artistiques qui influencent le style et les détails apportés. Par exemple, les papyrus égyptiens, légers et faciles à manipuler, ont facilité la diffusion des cartes à travers l'Égypte et au-delà. Le développement de la cartographie est aussi lié à l'apparition de nouveaux outils et instruments. L'astrolabe, la boussole et plus tard les instruments de mesure angulaire ont progressivement permis une précision accrue dans la localisation et le tracé des cartes. Ces innovations technologiques témoignent d'un lien direct entre la science, la technique et l'art de représenter l'espace. Il est important de souligner que la fonction des cartes dépasse le simple outil de navigation. Elles sont porteuses d'un pouvoir symbolique et politique. Posséder une carte, la créer ou la contrôler, signifiait détenir une forme de connaissance et d'autorité sur un territoire. Ainsi, les cartes étaient souvent gardées secrètes ou réservées à une élite, ce qui souligne leur importance stratégique. Les récits de marchands, de voyageurs et de militaires ont largement contribué à enrichir la cartographie. Ces explorateurs collectaient des informations parfois contradictoires, qu'il fallait confronter et harmoniser. Cette complexité augmentait le rôle d'interprète du cartographe qui devait trier les données pour produire un objet cohérent. En ce sens, la carte est aussi une construction culturelle, dépendante de l'époque et du regard de son auteur. La représentation de la Terre a connu des changements majeurs à mesure que les connaissances progressaient. Les cartes anciennes montrent souvent un monde centré sur un point précis, comme les cités ou les temples sacrés, reflétant une vision anthropocentrée. Ce n'est qu'avec l'élargissement des horizons, grâce à l'expansion des empires et des échanges, que la cartographie a cherché une forme plus objective et globale. Le passage d'une vision locale à une vision globale est une étape fondamentale. Elle modifie la manière dont les hommes se situent dans le monde et perçoivent leur environnement. La cartographie devient alors un outil de compréhension universelle, porteuse de liens entre les peuples, même si ces derniers étaient encore souvent séparés par la distance et le langage. Il faut aussi noter que l'art de la cartographie s'est développé indépendamment dans diverses régions du monde. En Chine, par exemple, des cartes précises existaient bien avant l'ère moderne, tandis que les civilisations précolombiennes d'Amérique produisaient leur propre représentation symbolique du territoire. Ces développements parallèles montrent à quel point la carte est une réponse universelle aux besoins humains d'orienter et de comprendre son espace. Dans cette histoire, le temps joue un rôle primordial. Chaque époque apporte ses connaissances, ses techniques et ses particularités. La cartographie, loin d'être figée, évolue avec la société et les connaissances scientifiques. Ce mouvement perpétuel invite à considérer chaque carte non seulement comme un document, mais comme une étape dans une quête sans fin. Finalement, les premiers cartographes ne sont pas simplement des dessinateurs, mais de véritables pionniers du savoir. Leur travail a jeté les bases d'une forme de connaissance essentielle qui continue d'influencer notre vision du monde aujourd'hui. Leur héritage survit dans chaque carte, chaque atlas, chaque modèle numérique qui trace les contours de notre planète. Alors que nous plongeons plus avant dans cette histoire fascinante, il convient de garder à l'esprit que la carte est plus qu'un objet. Elle est un lien entre l'homme et son environnement, un témoin des découvertes, des échanges et des rêves, d'un monde toujours plus vaste. C'est dans cet esprit que nous continuerons notre exploration du temps des cartographes, un temps où le monde a commencé à prendre forme sous le trait des hommes. Les premières cartes du monde ancien. Dans les débuts de la civilisation humaine, la compréhension de l'espace et de la géographie ne pouvait se concevoir que par des tentatives rudimentaires de représentation. Parmi ces efforts, les premières cartes connues émergent avec les sociétés anciennes,
en particulier chez les Babyloniens et les Égyptiens. Ces peuples, bien que limités par les outils et les connaissances de leur époque, ont posé les bases essentielles de la cartographie, transformant ainsi l'idée abstraite du monde en une réalité visible. Les Babyloniens, civilisateurs du 4e millénaire avant notre ère, sont souvent crédités des premières esquisses cartographiques précises. Ils gravèrent sur des tablettes d'argile des figures géométriques simplifiées qui tentaient de représenter le paysage environnant, les rivières, les routes et les montagnes. Ces documents, bien que rudimentaires, incarnaient la volonté de structurer l'espace et d'en conserver la mémoire, ce qui était essentiel pour la gestion des terres et du commerce. Les matériaux utilisés pour ces premières cartes étaient principalement l'argile, facile à mouler et à conserver une fois cuite. La tablette d'argile devenait ainsi un support durable pour une époque où le papier était inconnu. De plus, les engobes utilisées apportèrent un certain détail, mais les couleurs restaient limitées, ce qui influait sur la précision et la distinction entre zones géographiques différentes. La conservation de ces artefacts nous offre aujourd'hui un aperçu précieux de la connaissance ancienne du monde. Quant aux Égyptiens, ils développèrent parallèlement une approche cartographique fondée sur la topographie locale. Leur Méditerranée et les rives du Nil furent au cœur de ces représentations. Sur des papyrus ou directement gravés dans la pierre, les relevés égyptiens s'appuyaient sur une observation attentive de la nature, combinée à la nécessité pratique d'organiser les terres cultivées. Ils utilisaient des échelles approximatives pour délimiter les territoires et dessiner des plans d'aménagement. Les limites de ces premières cartes étaient néanmoins importantes. L'absence de notions rigoureuses comme la longitude et la latitude empêchait une reproduction exacte de l'espace. Les cartes étaient avant tout des outils utilitaires, destinés à la gestion locale, plutôt que des tentatives de représenter le monde dans son ensemble. La précision était donc relative, souvent dictée par l'objectif immédiat des cartographes, ce qui conférait au document une forme de schéma plus qu'une véritable image du monde connu. C'est aussi durant cette période que le rôle du cartographe était un mélange d'artisan et de savant. Il fallait à la fois posséder une fine connaissance du terrain, une habileté technique pour tracer et une mémoire souvent impressionnante des distances et repères. Ces figures, souvent anonymes, ont œuvré dans des sociétés où le savoir restait étroitement lié aux temples ou aux palais royaux, lieux où se conservait la tradition cartographique. Par ce fait, ces premiers plans reflétaient souvent une vision centrée sur le pouvoir et le contrôle du territoire. Le mythe entourant ces premières cartes raconte parfois que leur but était uniquement pratique. Pourtant, elles transmettaient aussi une certaine représentation du monde et du cosmos. Les Babyloniens, par exemple, incorporaient dans leurs gravures des références aux étoiles et aux corps célestes, associant ainsi géographie terrestre et cosmologie. Ce lien entre l'espace terrestre et le sacré allait persister dans la pensée antique, conférant aux cartes une dimension symbolique au-delà de leur fonction initiale. L'approche des Égyptiens complétait cette vision. Leur orientation géographique était souvent liée à des considérations religieuses, avec des plans alignés selon les points cardinaux considérés sacrés. Cette attention aux directions renforçait non seulement l'organisation pratique du territoire, mais reflétait aussi une cosmologie ordonnée, où l'espace devait être contrôlé pour assurer l'harmonie sociale et divine. Ainsi, chaque carte n'était pas qu'un outil cartographique, mais aussi une expression de la relation entre homme, nature et divin. Au-delà de ces civilisations, les influences croisées contribuaient à l'évolution de la cartographie. Les échanges commerciaux et les conquêtes favorisaient le partage des connaissances géographiques, bien que leur transmission resta souvent fragmentaire. Des éléments comme la représentation des fleuves majeurs et des régions voisines se retrouvaient communs. Pourtant, chaque culture
adaptait sa cartographie selon ses besoins propres, ce qui explique la diversité des styles et des contenus des premières cartes anciennes. Malgré les limitations techniques et conceptuelles, ces premières cartes partagent d'une caractéristique essentielle. Elles traduisent le passage d'une perception orale et mouvante de l'espace vers une représentation fixe et durable. C'est cette fixation qui marque un tournant dans l'histoire humaine, car elle permet la conservation et la diffusion des connaissances spatiales entre générations. Cette stabilité nouvelle fut un préalable indispensable aux avancées futures en géographie et navigation. Il est aussi à noter que l'orientation cartographique n'était pas uniforme. Certaines cartes présentaient le nord en haut, tandis que d'autres choisissaient le sud ou même l'est. Cette diversité d'orientation traduit l'absence d'une norme définie et révèle aussi les priorités culturelles ou pratiques des sociétés. Par exemple, l'importance relative du Nil ou de la Mésopotamie influençait la manière de centrer et d'organiser les représentations cartographiques. L'héritage des Babyloniens et des Égyptiens est ainsi multiforme. Il ne se limite pas aux documents eux-mêmes, mais touche à la méthode et au concept de cartographie comme discipline. Leur contribution fondamentale réside dans l'idée que l'espace peut être quantifié, structuré et transmis par le biais d'une image. C'est ce pas décisif qui préparera les futurs bouleversements lors des siècles suivants. La progression suivante se verra dans l'intégration de notions mathématiques plus élaborées et dans l'amélioration des techniques de dessin. Mais avant de détailler ces évolutions, il convient de comprendre pleinement les conditions et les limites qui ont présidé aux premiers essais. La simplicité apparente des premières cartes ne doit pas faire oublier leur rôle capital dans la longue histoire de la connaissance du monde. Finalement, ces témoins anciens sont bien plus que des objets d'archéologie. Ils incarnent une démarche intellectuelle fondamentale, celle consistant à donner forme à ce qui est mouvant, à rendre visible ce qui est imposé par le temps et l'espace. Dans cette réflexion, ces cartes demeurent un miroir des sociétés antiques, révélant leur rapport au monde, leur savoir et leurs croyances. On pourrait presque imaginer l'atelier d'un cartographe babylonien, les doigts calés dans l'argile humide, traçant les contours d'une vallée ou d'une route. Ou celui d'un scribe égyptien, scrutant le Nil avant de graver sur son papyrus les premières limites d'un territoire cultivé. C'est dans ces gestes humbles que commence l'histoire fascinante de la cartographie, lien entre passé et futur. Ainsi, la véritable aventure de la cartographie ne réside pas seulement dans les cartes en elles-mêmes, mais dans l'esprit qui les a conçues. Une quête incessante de compréhension et de maîtrise de l'espace habité qui, depuis l'Antiquité, ne cesse de progresser. C'est cette quête qui guidera nos pas vers les découvertes ultérieures que nous explorerons dans les chapitres suivants. La vision grecque du monde. Dans l'Antiquité grecque, la compréhension du monde prit une forme nouvelle grâce à des penseurs déterminés à décrire et à représenter la Terre avec précision. Les Grecs ne se contentèrent pas de regarder la surface. Ils cherchèrent à connaître la réalité de son aspect, susceptible d'éliminer les approximations. À cette époque, la conception dominante, véhiculée par divers mythes, voyait le monde comme une vaste plaine entourée par un océan infini. Pourtant, des esprits curieux commencèrent à s'élever au-dessus de ces croyances, introduisant des idées révolutionnaires. L'une des contributions majeures fut l'introduction de la sphéricité de la Terre. Cette notion, aujourd'hui évidente, fut longtemps difficile à imaginer. Pythagore, au milieu du VIe siècle avant notre ère, fut parmi les premiers à suggérer que la Terre s'approchait d'une forme sphérique, inspirée par son observation des astres et la régularité de leur trajectoire. Ce concept fut confirmé et développé plus tard par Platon, qui considérait la sphère comme la forme parfaite pour un corps céleste tel que la Terre. Ce fut cependant Aristote, au IVe siècle avant notre ère,
qui apporta des preuves argumentées en faveur de la rotondité terrestre. Aristote observa que lors des éclipses de lune, l'ombre projetée sur la lune était toujours ronde, ce qui ne pouvait être le cas que si la Terre était sphérique. Il nota également que les voyageurs qui descendèrent vers le sud voyaient certaines étoiles apparaître plus haut à l'horizon, tandis que d'autres disparaissaient, ce qui témoignait d'une courbure de la surface terrestre. Ces observations portaient un poids scientifique plus grand que les simples intuitions mythiques. Elles reposaient sur l'expérience concrète et l'observation rigoureuse. Au-delà de la forme, les Grecs cherchaient à localiser précisément les terres connues. Anaximandre, un philosophe du VIe siècle avant notre ère, fut un pionnier dans la construction de la première carte géographique structurée. Son travail consistait à représenter l'Oicumène, la terre habitée, délimitée par l'océan. Cette carte fut une étape cruciale, car elle signifiait que l'espace géographique pouvait être mesuré, référencé et transmis. Il présenta un modèle où la Terre était un cylindre horizontal dans un océan circulaire, substituant la vision mythologique initiale. Plus tard, Ératosthène, bibliothécaire à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère, perfectionna la cartographie grecque. Son génie fut sa méthode innovante pour mesurer la circonférence de la Terre. En observant la différence d'ombre du Soleil entre deux villes situées sur le même méridien, Syène et Alexandrie, il calcula avec une précision remarquable un périmètre terrestre très proche de la mesure moderne. Son approche méthodique et mathématique posa les fondations d'une géographie scientifique. Ératosthène produisit également un système de latitude et de longitude, permettant de situer des lieux avec une méthode plus rigoureuse qu'auparavant. Il élaborait donc une carte du monde où les continents connus étaient placés selon les coordonnées qu'il avait établies. Cette organisation permit d'avoir une vision plus cohérente de la distribution des terres et des mers, facilitant ainsi les échanges, tant intellectuels que commerciaux. L'importance de la mer Méditerranée dans la cartographie grecque ne peut être sous-estimée. Cette mer fut considérée comme le centre du monde, quasi un point de référence obligé pour toutes les représentations. Cela se comprend par son rôle dans la vie grecque, reliant les cités à travers des routes maritimes essentielles. Les marins et commerçants grecs contribuèrent à l'enrichissement des cartes grâce à leurs observations rigoureuses des côtes et des îles, lesquelles furent progressivement intégrées dans les descriptions géographiques. Au IIIe siècle avant notre ère, Hipparque, astronome et géographe, fit un pas décisif en introduisant le concept de projection cartographique. Il chercha à résoudre le problème de transposition d'une sphère sur une surface plane, une difficulté persistante pour les cartographes. Sa méthode, bien qu'encore imparfaite, influença durablement la représentation de la Terre, amorçant la science des projections qui deviendra fondamentale pour la cartographie moderne. En même temps, Hipparque développa un catalogue d'étoiles qui permit de mieux situer la Terre dans un espace cosmique plus vaste. La précision astronomique qu'il apporta renforça la cartographie terrestre, qui s'enrichissait ainsi d'une dimension supplémentaire, celle de l'orientation en fonction du cosmos. Cette relation étroite entre astronomie et géographie est une caractéristique notable du génie grec, toujours attentif à relier les phénomènes terrestres et célestes. Les Grecs ne se contentèrent pas de décrire la Terre, ils la conceptualisèrent. Strabon, géographe du 1er siècle avant notre ère, écrivit un ouvrage monumental, La géographie, qui rassemblait et synthétisait toutes les connaissances disponibles sur le monde connu. Ce travail permit de conserver et de diffuser un savoir cartographique cohésif, tout en intégrant les voyages des explorateurs et les nouvelles données acquises, ce qui enrichit constamment le cadre de référence. La cartographie grecque fut ainsi un âge d'or, durant lequel la connaissance de la Terre passa d'une cosmologie essentiellement mythique à une science fondée sur l'observation, la mesure et la représentation. Ce voyage intellectuel fut marqué par des hommes visionnaires
qui posèrent les bases de notre perception contemporaine du monde. Leurs découvertes ouvrirent la voie à des siècles d'exploration et de cartographie, en insistant sur la nécessité d'une rigueur scientifique dans la description spatiale. Ce long héritage, fondé sur la rigueur et la recherche méthodique, trouve son prolongement dans les siècles suivants, où d'autres civilisations venant d'autres horizons viendront enrichir et parfois remettre en question ces savoirs. Cependant, c'est bien dans la Grèce antique que la conscience d'une terre dotée d'une forme distincte et localisable pour ses continents prit corps pour la première fois. Cette période marque ainsi un tournant décisif dans l'histoire de la représentation spatiale. À la lumière de ces réflexions, il devient clair que comprendre la vision grecque du monde ne peut être réduit à une simple histoire de lignes sur une carte, mais à une transformation profonde du regard porté sur notre planète. Leurs efforts permirent de dépasser la peur et l'inconnu, en installant une représentation du monde qui donne un sens à la place de l'homme dans l'univers. Dans cette quête, chaque calcul, chaque dessin témoignait du désir de comprendre le réel avec autant de précision que possible. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un savoir technique, elle est aussi celle d'un engagement intellectuel et humain pour décrire le monde tel qu'il est. Tandis que nous poursuivrons notre exploration, nous verrons comment les autres civilisations reprirent et enrichirent cette quête, donnant naissance à de nouvelles cartes, de nouveaux moyens de voir la Terre et de se repérer dans l'espace. Ainsi s'ouvre la porte vers la prochaine étape, où les idées grecques rencontreront et s'entrecroiseront avec celles de cultures lointaines. Les avancées sous l'Empire romain. La cartographie sous l'Empire romain occupait une place essentielle, non seulement comme outil de représentation géographique, mais aussi comme instrument stratégique et administratif. Dès les premières décennies avant notre ère, Rome comprit l'importance de connaître son territoire et ceux conquis, afin d'assurer un contrôle efficace et de faciliter la gestion des provinces. La précision des cartes romaines, bien que limitée par les techniques disponibles, devint un enjeu majeur pour le succès militaire et le développement économique. Les routes romaines, symbole durable de cette ambition, illustraient parfaitement la fonction double des cartes. Parmi elles, la Via Agrippa, construite sous Auguste, fut un exemple remarquable. Cette voie reliait efficacement les régions de la Gaule à Rome, facilitant la mobilité des légions, le commerce et la communication impériale. La documentation et la cartographie associées à ces infrastructures rendèrent possible la planification logistique et la coordination à grande échelle, éléments clés dans la consolidation du pouvoir romain. Quant aux techniques de relevé employées par les géographes romains, elles associaient observation directe sur le terrain et calculs basés sur des mesures de distance et d'angle. L'utilisation du gros mât et de l'odographe permettait aux arpenteurs de dresser des plans relativement précis. Ces outils permettaient d'établir des réseaux routiers avec une exactitude suffisante pour que les itinéraires soient traversables et bien indiqués, soutenant ainsi la mobilité des troupes et des civils dans tout l'Empire. Les cartographes romains utilisaient également des informations collectées par des légats, des soldats et des marchands pour compléter leurs relevés. Ces données, rapportées lors de missions ou de voyages, étaient confrontées aux observations des équipes sur le terrain. Cette méthode hybride garantissait une mise à jour constante des cartes en fonction des modifications territoriales, telles que les conquêtes ou la construction de nouvelles infrastructures. Ainsi, la cartographie devenait un processus évolutif, toujours en quête d'amélioration pour répondre aux besoins de l'administration impériale. L'ordre et la rigueur caractérisaient également les documents cartographiques, souvent conservés dans les archives administratives ou militaires. Les cartes les plus célèbres, comme l'itinéraire d'Antonin, regroupaient les distances entre diverses villes et étapes le long des routes principales. Ce document, rendu accessible aux voyageurs et fonctionnaires, témoignait de l'importance pratique et planifiée de ces cartes, qui ne se limitaient pas
à une simple représentation géographique, mais servait aussi d'outil d'organisation et de contrôle. Les contributions de figures comme Marcus Vipsanius Agrippa furent déterminantes dans cette expansion cartographique. Agrippa, en plus de ses fonctions politiques, supervisa la réalisation de cartes détaillées du territoire romain, incluant les provinces lointaines. Il ordonna la création de la Forma Urbis Romae, une carte détaillée de la ville de Rome qui illustrait avec précision les bâtiments, les rues et les infrastructures publiques. Cette carte non seulement facilitait la gestion quotidienne de la cité, mais renforçait aussi la symbolique impériale en affirmant la puissance et la grandeur de Rome. Durant cette période, les implications de la cartographie dépassaient le cadre militaire. Le développement des réseaux routiers et des cartes associées favorisait également le commerce en reliant les marchés, en réduisant les distances perçues et les risques liés au déplacement. Les commerçants pouvaient ainsi planifier leurs itinéraires avec davantage de certitude, ce qui contribua à la prospérité économique de l'Empire. Par ailleurs, la connaissance des territoires permettait aussi d'administrer les ressources naturelles et d'optimiser la fiscalité des provinces, consolidant ainsi le pouvoir central. Le travail des géographes romains incluait aussi un aspect scientifique naissant. Des figures telles que Strabon ou Ptolémée, bien que leur époque fût légèrement postérieure, s'appuyèrent sur les bases posées par les arpenteurs et les cartographes impériaux. Leurs écrits et cartes témoignent de l'évolution progressive vers une compréhension plus systématique de la géographie, mêlant données empiriques et théories géométriques. Cette transition vers un savoir plus structuré allait orienter la cartographie chrétienne et médiévale des siècles suivants. Ce lien entre géographie empirique et théorie apparut clairement dans les outils utilisés pour représenter la surface terrestre. Bien que l'Empire romain n'ait pas disposé d'une méthode pour projeter la sphère terrestre sur un plan fidèle dans toutes ses dimensions, les croquis et plans étaient suffisamment détaillés pour une utilisation pratique. Ces cartes favorisaient ainsi une visualisation fonctionnelle des territoires, adaptable aux usages militaires, administratifs ou commerciaux. L'intégration de la cartographie dans l'organisation de l'Empire permit aussi de gérer les frontières. La connaissance précise des limites provinciales facilitait la défense contre les incursions barbares, la mise en place des garnisons et la surveillance des points stratégiques. Les cartes servaient ainsi à contrôler un espace immense composé de diverses cultures et peuples, soulignant la complexité et la sophistication du système impérial romain. À travers ces innovations, la cartographie romaine constitue un témoignage important de la manière dont Rome envisageait le pouvoir et la gestion territoriale. Elle représentait bien plus qu'une simple image du monde, incarnant l'alliance entre savoir, technique et autorité. Cette approche pragmatique et systématique allait influencer durablement les pratiques cartographiques jusqu'à la Renaissance et au-delà. Dans la continuité de cette exploration des savoirs géographiques antiques, nous aborderons prochainement les évolutions de la cartographie durant le Moyen Âge, où d'autres aspects culturels et religieux influenceront cette discipline, modifiant la manière dont l'homme perçoit et représente le monde. Le Moyen Âge et la cartographie religieuse. Au cœur du Moyen Âge, la cartographie se présente comme bien plus qu'une simple représentation géographique. Les mappemondes médiévales incarnent une vision du monde profondément ancrée dans la spiritualité et la religion, reflétant ainsi les valeurs et les croyances de cette époque. Ces cartes, souvent conçues dans des monastères, servaient à la fois d'outils symboliques et pédagogiques, transmettant un message riche en signification aux moines et aux lettrés qui les étudiaient attentivement. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ces cartes réside dans leur centrage sur Jérusalem, considérée comme le nombril du monde. Cette position centrale témoigne de l'importance spirituelle de la ville sainte dans l'imaginaire médiéval. Autour d'elle, les différents continents, océans et éléments terrestres sont organisés selon un ordre symbolique
représentant non seulement l'espace, mais aussi la hiérarchie divine. Ce positionnement souligne la place prépondérante de la foi chrétienne dans la perception du monde. Les mapes-mondes les plus célèbres, comme la carte de Hereford, réalisée à la fin du XIIe siècle, révèlent une richesse iconographique où figures bibliques, monstres fantastiques et lieux légendaires se mêlent au territoire connu. Cette carte, presque 3 mètres de diamètre, ornée de couleurs vives et de détails minutieux, était pensée pour inspirer la méditation et l'enseignement. Chaque image portait un message moral ou théologique, permettant ainsi aux spectateurs d'appréhender le monde à travers le prisme de la doctrine chrétienne. Dans les monastères, ces cartes étaient exposées dans les bibliothèques ou les salles de lecture, où les moines pouvaient les contempler pour approfondir leur compréhension du monde selon une perspective sacrée. Les mapes-mondes fonctionnaient aussi comme des outils de réflexion sur la place de l'homme dans la création divine. En étudiant ces représentations, les religieux pouvaient méditer sur le sens de la vie, la nature de l'univers et la destinée humaine. Il est important de noter que la géographie strictement scientifique était secondaire comparée à la portée symbolique. Par exemple, certains territoires étaient exagérément agrandis ou placés de manière inhabituelle pour souligner leur importance spirituelle ou historique. De même, les mers et les fleuves étaient souvent ornés de monstres marins, symbolisant le danger et l'inconnu, et parfois même le mal, renforçant ainsi l'idée d'un monde ordonné par la volonté divine, mais fragile face aux forces du chaos. Ces cartes participaient également à la diffusion de la culture chrétienne auprès des populations, car elles étaient parfois reproduites dans des manuscrits destinés aux clercs et aux érudits. Même pour ceux ne maîtrisant pas la lecture, les images puissantes et les symboles présents sur les mapes-mondes facilitaient la transmission des récits bibliques et des enseignements religieux. Elles jouaient un rôle éducatif essentiel dans une époque où la majorité des individus étaient analphabètes. Un autre aspect notable réside dans la représentation des peuples et des coutumes lointains, souvent caricaturés ou mythifiés selon les récits missionnaires et les croyances populaires. Ces images contribuaient à forger une certaine image de l'autre, définie par des jugements moraux et religieux. La cartographie servait alors aussi à renforcer l'identité chrétienne en opposant symboliquement le monde chrétien aux terres des infidèles ou des païens, inscrivant la géographie dans une perspective de conquête spirituelle. Le rôle éducatif des mapes-mondes se manifestait à travers les récits racontés pendant leur présentation. Un moine érudit pouvait expliquer, carte en main, les origines du monde d'après la Genèse, les voyages des apôtres ou la dispersion des peuples, liant ainsi histoire sacrée et géographie. Ce travail didactique favorisait aussi une réflexion sur les valeurs chrétiennes, tout en instruisant les novices et les visiteurs des monastères sur la conception médiévale de l'univers. Malgré leur dimension symbolique, ces cartes attestaient aussi de progrès dans la connaissance du monde, notamment grâce aux échanges commerciaux, aux croisades et aux récits de voyageurs. La création de ces œuvres combinait art, théologie et savoir géographique naissant. Par exemple, la progression des listes de villes et de lieux mentionnés permettait d'enrichir peu à peu la représentation collective du monde connu, tout en l'analysant à travers la lentille religieuse. Ainsi, les mapes-mondes médiévales sont des témoignages fascinants d'une époque où la foi dictait la compréhension de la réalité. Elles nous montrent que la cartographie n'était pas simplement un outil pratique, mais aussi une fenêtre ouverte sur la pensée et la spiritualité d'un temps où le sacré structurait le savoir. Leur étude révèle un dialogue constant entre croyance et observation, imagination et mémoire. Cette intégration de la dimension religieuse dans la cartographie contribue à expliquer pourquoi, pendant des siècles, l'image du monde demeura étroitement liée à des schémas spirituels, où les territoires terrestres étaient autant d'étapes sur la route vers la connaissance divine.
Ces cartes offraient un cadre cohérent pour concevoir l'univers, en réunissant dans une géographie symbolique les diverses facettes de l'existence humaine. En quittant l'univers des mapmondes, il convient de se tourner vers l'évolution progressive de la cartographie qui, aux alentours de la Renaissance, s'émancipera peu à peu de cette tutelle religieuse pour adopter une approche plus scientifique et exploratoire. C'est là que se profile une transformation majeure du regard porté sur le monde, annonçant une nouvelle ère pour les cartographes. Les explorateurs et la redécouverte du monde. Au cours des 15e et 16e siècles, une véritable révolution s'est opérée dans le domaine de la cartographie grâce aux grandes découvertes géographiques. Ce fut une ère où le monde, encore largement inconnu et mystérieux, commença à se dessiner avec précision sur les cartes. Les explorateurs, équipés de nouvelles connaissances et instruments, ouvrirent des routes jusqu'alors ignorées, modifiant profondément la représentation que l'on se faisait de la Terre. Ces avancées marquèrent un tournant fondamental dans la science de la cartographie, transformant non seulement les connaissances géographiques, mais aussi les échanges culturels et économiques entre les continents. Les voyages de Christophe Colomb en 1482 et au début des années 1500 firent découvrir aux Européens des terres jusqu'alors inexplorées dans les Amériques. Si son objectif initial était de trouver une nouvelle route vers les Indes, ces expéditions révélèrent des continents inconnus, bouleversant les conceptions antérieures sur l'étendue du monde. Les cartes commencèrent à intégrer ces découvertes, élargissant les horizons et invitant à une relecture complète des espaces maritimes et terrestres. Colomb devint ainsi un personnage central, non seulement pour ses découvertes, mais pour l'impact durable qu'elles eurent sur la cartographie et l'exploration ultérieure. Parallèlement au périple de Colomb, Vasco de Gama réalisa une prouesse majeure en atteignant les Indes par la mer. Contournant le cap de Bonne-Espérance au cours de ses voyages dans la dernière décennie du XVe siècle. Cette route maritime directe changea la donne du commerce international et renforça le rôle des cartes maritimes comme outil essentiel pour la navigation. Grâce aux récits et aux relevés de Gama, les cartographes purent affiner leur représentation de la côte africaine et des océans, contribuant à une meilleure compréhension des distances et des positions. La précision accrue des cartes facilitait ainsi la navigation, réduisant les risques et favorisant les échanges. Les progrès techniques jouèrent un rôle déterminant dans le développement des cartes pendant cette période. L'introduction de la boussole, l'amélioration de l'astrolabe ainsi que l'usage accru du sextant permirent aux navigateurs d'obtenir des mesures plus exactes. Ces outils, combinés à des journaux de bord attentivement tenus, fournissaient aux cartographes des données précises pour créer des cartes fiables et détaillées. À cela s'ajouta l'usage de nouvelles méthodes de projection, plus adaptées pour représenter les surfaces courbes de la Terre sur des supports plats, ce qui représenta un progrès significatif pour l'époque. Les cartes elles-mêmes commencèrent à refléter un équilibre entre fonctions pratiques et aspects artistiques, mêlant données géographiques et éléments décoratifs. Les portulans, cartes marines très appréciées, présentaient un réseau complexe de lignes directionnelles servant aux marins. Ces cartes devinrent incontournables pour qui se lançait dans la découverte des océans, car elles offraient une lecture claire des routes maritimes, tout en intégrant les nouvelles terres découvertes. La production de portulans se développa surtout dans les ports méditerranéens, où l'expertise des géographes et des dessinateurs atteignit un très haut niveau. Le rôle des grandes puissances européennes fut central dans la diffusion et l'amélioration des cartes. Le Portugal, avec ses explorateurs comme Vasco de Gama, investit beaucoup dans les sciences de la navigation et la cartographie, cherchant à contrôler les routes commerciales maritimes. De même, l'Espagne engagea des scientifiques et des cartographes pour exploiter les découvertes de Colomb et asseoir sa présence dans le Nouveau Monde. Ces États soutenaient les spécialistes qui, parfois en secret, perfectionnaient leurs cartes pour garder un avantage stratégique. Ainsi,
les cartes acquéraient une dimension politique en plus de leur valeur scientifique et pratique. Cette époque vit aussi l'émergence de figures clés comme Gerardus Mercator, qui alla plus loin dans l'élaboration de projections cartographiques adaptées aux besoins des navigateurs. Mercator, avec sa nouvelle projection introduite au milieu du XVIe siècle, facilita la navigation en rapportant les angles et les directions avec plus de fidélité. Sa contribution révolutionna la manière dont les cartes étaient conçues et utilisées, héritage qui perdure encore aujourd'hui. Le vent de changement soufflait à la fois sur les cartes, les techniques et le savoir, redéfinissant la place de l'homme face au monde géographique. La croissance du commerce international fut une cause majeure de l'évolution de la cartographie. Les échanges de marchandises entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques imprimèrent un rythme accéléré aux explorations et à l'extraction d'informations géographiques. Les cartes devinrent un outil indispensable pour les marchands, les marins et les gouvernants, leur permettant de planifier voyages, trajets et stratégies commerciales. Elles favorisèrent le développement d'un réseau global qui, bien que naissant, jetait les bases d'une économie mondiale interconnectée. Les découvertes européennes suscitèrent aussi un renouvellement profond des savoirs sur les aires géographiques exotiques. Des détails auparavant ignorés, tels que les côtes, les rivières, les montagnes et les îles, furent consignés avec précision. Certaines cartes intégraient même des informations culturelles, géologiques et biologiques, enrichissant la compréhension globale du monde. Ce croisement des connaissances, issu de la rencontre entre différentes civilisations, permit d'élaborer des représentations plus complètes et fidèles à la réalité. Avec le temps, les cartes cessèrent d'être l'apanage des seuls marins et savants. Elles pénétrèrent les cercles plus larges, influençant la pensée collective et les visions du monde. Les atlas imprimés, surtout à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, diffusèrent des nouvelles images du globe à un public élargi. Ces ouvrages devinrent des objets précieux, sources de savoir, de réflexion et de contemplation. L'influence des cartes s'étendit ainsi bien au-delà de leur usage initial, modelant les imaginaires et les ambitions humaines. Les voyages de Colomb et de Vasco de Gama, parmi d'autres, furent donc des jalons essentiels non seulement pour l'exploration physique des terres, mais aussi pour la transformation des perceptions géographiques. Ils impulsaient une dynamique d'investigation et de représentation qui allait continuer à s'affiner au fil du temps. Leur impact sur la cartographie résonna à travers les siècles, contribuant à la naissance d'une science moderne du monde et à l'ouverture d'une ère nouvelle. Alors que nous nous apprêtons à poursuivre notre exploration dans les chapitres suivants, il est important de garder à l'esprit que ces découvertes successives formèrent la base sur laquelle les générations suivantes construisirent leur savoir. Le voyage ne s'arrête pas là. Les cartes continuent d'évoluer, cherchant toujours à exprimer ce que l'homme découvre de plus profond et d'inattendu dans l'infini de la Terre. Cette quête permanente, marquée par l'audace et la curiosité, ouvre la porte à la richesse des découvertes futures. L'influence des instruments de mesure. Au cours des siècles, les instruments de mesure ont radicalement transformé la pratique de la cartographie, passant d'une simple représentation intuitive du monde à une science rigoureuse et précise. Parmi ces instruments, l'astrolabe occupe une place de choix. Conçu pour mesurer la position des astres, cet outil complexe permettait aux explorateurs et cartographes de déterminer leur latitude avec une exactitude jusqu'ici inconnue. Dès l'Antiquité, les savants grecs avaient posé les bases de cet appareil. Mais c'est au Moyen Âge et à la Renaissance que son usage s'est largement diffusé, notamment grâce aux échanges entre les savants arabes et européens. L'astrolabe était souvent élaboré en métal finement gravé, contenant plusieurs disques mobiles représentant les étoiles, les planètes et les équateurs célestes. Cette précision de mesure permettait d'établir des relevés géographiques plus exacts, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans la représentation cartographique.
Parallèlement à l'astrolabe, le compas magnétique s'est imposé comme un outil indispensable pour la navigation et la cartographie. Inventé en Chine plusieurs siècles avant son adoption en Europe, le compas utilisait l'orientation de l'aiguille magnétique pour indiquer le nord, ce qui facilitait l'orientation en mer et sur terre. Avant son utilisation généralisée, les voyageurs suivèrent souvent des repères physiques, comme le cours des rivières ou l'ombre du soleil, source d'erreurs fréquentes. L'introduction du compas a ainsi permis d'obtenir des directions fixes, rendant possible l'établissement de routes plus précises sur les cartes. Cette avancée a joué un rôle fondamental dans les grandes explorations maritimes des XVe et XVIe siècles, lorsque des navigateurs comme Magellan ou Colomb ont entrepris leur voyage à travers l'océan Atlantique et Pacifique. La précision accrue de ces instruments a aussi transformé la méthodologie des cartographes. Auparavant, les cartes étaient souvent élaborées sur la base de témoignages oraux, d'observations grossières ou encore d'interprétations mythiques, ce qui créait une représentation parfois fantaisiste des territoires. Le passage vers une cartographie scientifique a nécessité la rigueur des relevés instrumentaux, la standardisation des échelles et la coordination des mesures. Cette transition s'est accompagnée d'une meilleure compréhension des mesures angulaires et du positionnement absolu, grâce notamment à l'utilisation conjointe de l'astrolabe et du compas. Les cartographes ont pu calculer les distances de manière plus fiable et réduire considérablement les erreurs de localisation des continents, îles et mers. Des savants comme Gérard Mercator ont su tirer parti de ces avancées technologiques pour révolutionner la cartographie. Mercator a inventé la projection qui porte son nom, permettant une représentation plus réaliste des formes et des angles, essentielle pour la navigation. Cette projection reposait sur des mesures précises et la compréhension géométrique des globes terrestres, rendue possible grâce aux instruments de mesure modernes. Ainsi, la cartographie s'est affirmée non seulement comme un art, mais aussi comme une discipline scientifique rigoureuse, intégrant les mathématiques, l'astronomie et la géographie. L'astrolabe et le compas ont également ouvert la voie à la création de nouveaux instruments comme le sextant, qui a permis de mesurer avec une précision encore plus grande les angles entre les objets célestes, améliorant ainsi le calcul de la longitude. Cette progression méthodique montre que la cartographie n'a pas été une simple accumulation d'outils, mais une évolution continue fondée sur la précision des mesures et l'interprétation des données. Chaque amélioration a contribué à définir avec plus de justesse les contours du monde connu, corriger les erreurs passées et renouer avec la réalité des explorations. Les cartographes ont ainsi progressivement gagné en autorité et en crédibilité. Puisque leurs cartes n'étaient plus de simples moyens décoratifs ou symboliques, mais des outils indispensables pour la navigation, le commerce et la politique. La diffusion de ces cartographies précises a ancré dans les esprits une vision du monde plus concrète et partagée. La connaissance de la Terre dans ses dimensions véritables a permis de planifier les voyages, d'établir des colonies et de contrôler des territoires lointains avec un degré de certitude inédit. Cette précision accrue a joué un rôle central dans la montée en puissance des pouvoirs maritimes européens. Au-delà de leurs fonctions pratiques, ces instruments ont aussi marqué un changement culturel profond. Ils témoignent d'une époque où le savoir empirique s'est imposé face aux croyances et aux hypothèses non vérifiées. La science cartographique a gagné en objectivité et en méthode, ouvrant la voie aux découvertes ultérieures dans les domaines de la géodésie et de la navigation astronomique. Les collections d'astrolabes, souvent exposées dans les cabinets de curiosité, rappellent aujourd'hui l'importance de ces outils dans l'histoire des sciences et des explorations. C'est ainsi que le monde a commencé à prendre forme sous les doigts des hommes, qui, grâce à leurs instruments, ont pu mesurer la Terre et ses contours avec une précision progressive. Le passage du dessin approximatif à la carte scientifique représente une étape majeure dans la compréhension et la maîtrise de l'espace. Cette évolution a influencé non seulement la cartographie elle-même,
mais aussi la manière dont les sociétés ont appréhendé leur environnement et organisé leurs relations au monde. À mesure que se développaient les instruments de mesure, la collaboration entre différents savoirs s'intensifiait également. Astronomes, mathématiciens, géographes et navigateurs échangeaient leurs connaissances pour affiner les méthodes de relevé et d'interprétation. Ces échanges ont permis de dépasser les simples outils physiques pour instaurer des systèmes de repérage fiables, intégrant des données d'observation terrestres et célestes. Ce réseau de savoir interconnectés a été une pierre angulaire pour la cartographie moderne. Dans ce contexte, la précision ne résidait pas seulement dans la technique, mais aussi dans la capacité à appliquer ces techniques à un réseau global de mesures. La triangulation, principe géométrique fondamental, fut intégrée aux pratiques cartographiques pour relier les points entre eux avec exactitude, grâce à des instruments capables de mesurer les angles avec une grande finesse. Cette approche scientifique a permis aux cartes d'évoluer vers une représentation fidèle, dépassant les approximations des siècles précédents. Les instruments comme l'astrolabe et le compas incarnaient cette nouvelle dynamique où l'observation exacte s'imposait comme fondement de la connaissance. Ils ont ainsi contribué à fixer la Terre sur des bases objectives, participant à la naissance d'une géographie fondée sur l'expérience et la mesure plutôt que sur la légende. Ce tournant a permis de mieux comprendre l'étendue des océans, la forme des continents et la position des lieux éloignés, jusqu'alors enveloppés dans un flou imprécis. En conclusion, l'avènement de ces instruments a constitué un maillon essentiel dans l'histoire de la cartographie. Ils ont offert des outils concrets aux cartographes pour passer du flou des impressions à une représentation mesurée, ordonnée et fiable. Cette transition a préparé le terrain pour les découvertes ultérieures et la cartographie contemporaine, où la précision continue d'être le critère central. L'astrolabe et le compas ne sont pas seulement des objets anciens, mais les premiers témoins d'une science en devenir, transformant peu à peu notre vision de la Terre. Cette évolution technologique et méthodologique trouvait encore d'autres prolongements que nous verrons dans la suite du récit, notamment avec le développement des systèmes de projection et de navigation, qui ouvriront la voie à une cartographie toujours plus fiable et universelle. Le siècle des Lumières et la rationalisation cartographique. Le XVIIIe siècle représente une période charnière dans l'histoire de la cartographie, marquée par une quête intense de précision et de standardisation. Les Lumières apportaient avec elles un esprit de rationalité et d'observation rigoureuse qui s'est étendu à la représentation du territoire. Les cartographes de cette époque aspiraient à dépasser les cartes approximatives du passé, souvent décoratives et peu fiables, pour concevoir des outils précis, utiles non seulement à la science mais aussi à l'administration et à la stratégie militaire. Dans ce contexte, le travail de la famille Cassini apparaît comme un exemple emblématique. César-François Cassini, puis son fils Jean-Dominique, entreprirent la première triangulation systématique de la France. Ce projet ambitieux visait à établir un réseau géodésique qui permettrait de cartographier le pays avec une précision sans précédent. Ils utilisèrent des instruments nouveaux et améliorés, tels que le théodolite, pour mesurer les angles entre des points distants et trianguler de vastes territoires. Les cartes résultantes, souvent désignées sous le nom de cartes de Cassini, étaient révolutionnaires. Elles représentaient, pour la première fois, une surface beaucoup plus fidèle, intégrant des détails jusqu'alors ignorés. Villages, cours d'eau, reliefs, routes nationales. La normalisation des symboles et des échelles fut également une avancée majeure, facilitant la compréhension et l'usage des cartes par divers utilisateurs. Ces documents ne servaient plus uniquement à la navigation ou à la conquête, mais à une lecture rationnelle du monde. Cette entreprise s'inscrivait dans un mouvement scientifique général qui cherchait à mathématiser la représentation de la Terre. La géométrie analytique
développée par Descartes au siècle précédent, trouva dans la cartographie un terrain d'application concret. Les cartes ne furent plus seulement des dessins, mais des représentations basées sur des calculs précis, fondées sur des coordonnées mathématiques exactes. Cela permit, entre autres, de développer des projections cartographiques mieux adaptées à la représentation sphérique de la Terre sur une surface plane. Le travail des Cassini s'accompagna de nombreuses autres initiatives dans différents pays d'Europe, où la cartographie devenait un enjeu stratégique et politique. En Angleterre, en Prusse ou en Autriche, des équipes de scientifiques et d'ingénieurs se consacraient à la mesure et à la description méticuleuse des territoires. On assista à l'émergence de relevés topographiques détaillés, méthodes systématiques pour enregistrer l'altitude et la configuration des montagnes, collines, plaines. Ces données topographiques enrichissaient progressivement les cartes avec une nouvelle dimension physique. La rationalisation cartographique a aussi favorisé la naissance de nouveaux outils visuels. Les courbes de niveau, bien que leur usage se développe plus tard, commencent à être pensées et expérimentées. Ces techniques de représentation du relief allaient profondément modifier la perception du paysage. Désormais, l'espace géographique n'était plus uniquement défini par des frontières administratives ou cours d'eau, mais aussi par son relief physique, rendant les cartes plus fidèles à la réalité terrestre. Les débats scientifiques entourant la représentation cartographique se multiplièrent aussi. La précision ne devait pas être obtenue au détriment de la lisibilité. Il fallait trouver un équilibre entre détail et clarté, ce qui conduisit au développement d'une iconographie normalisée. Chaque symbole, chaque couleur avait une signification rigoureuse. Par exemple, les forêts, terres cultivées, zones marécageuses étaient différenciées selon des conventions fixes, permettant d'éviter les interprétations erronées. Le rôle des académies savantes fut déterminant dans ce processus. L'Académie des sciences à Paris, appuyée par le gouvernement royal, finança et valida ces travaux cartographiques. Elle servait de plateforme pour échanger les données, diffuser les avancées techniques et standardiser les méthodes. Cette coopération institutionnelle permit une progression rapide dans l'exploration méthodique des territoires et la correction des erreurs héritées des siècles précédents. La cartographie devint donc un outil au cœur de la modernité. Elle établissait non seulement la forme physique du territoire, mais servait aussi de fondement à une nouvelle vision administrative et politique. Les cartes de plus en plus précises permettaient d'améliorer la gestion des terres, la taxation et la défense. Elles orientèrent également les explorations ultérieures, notamment dans les colonies françaises, introduisant une rigueur jusque-là absente dans la connaissance géographique globale. On observe également l'apparition de publications cartographiques destinées à un public élargi. Les cartes topographiques détaillées furent intégrées dans les atlas, mais aussi dans les ouvrages didactiques à destination des élites cultivées. Ces documents contribuaient à diffuser une conscience géographique plus fine et plus scientifique dans la société. Les cartes devenaient aussi des instruments pédagogiques pour les futurs ingénieurs, géographes et officiers militaires. Les innovations techniques combinées aux efforts scientifiques modifièrent profondément les méthodes de terrain. Les relevés, souvent réalisés à pied ou à cheval, furent enrichis par des mesures astronomiques permettant de positionner avec une grande précision les points de triangulation. Chaque expédition nécessitait la collaboration de spécialistes en mathématiques, géométrie, astronomie et topographie. Ce travail collectif renforçait la rigueur scientifique des cartes produites. Le projet Cassini, qui occupa une grande partie du siècle, dura près de 80 ans et permit de cartographier les provinces françaises avec une homogénéité remarquable. Ces cartes servaient encore de référence au siècle suivant, avant que la cartographie moderne basée sur la photographie aérienne n'émerge. Les progrès accomplis durant cette période confirmèrent la capacité humaine à utiliser la science pour comprendre et ordonner le monde visible.
En résumé, le XVIIIe siècle fut l'ère où la cartographie changea de statut. D'une activité partiellement artisanale et symbolique, elle devint une discipline scientifique rigoureuse. L'intégration des mathématiques, de l'astronomie et des techniques de mesure systématiques permit de dessiner des territoires avec une justesse inédite. Ces avancées traduisent l'esprit des Lumières, appliqué à la forme même de la Terre et du monde habité. Cette transformation de la cartographie annonçait déjà les futurs développements de la géodésie, mais aussi de la navigation et de l'urbanisme. Les cartes précises et normalisées devinrent indispensables aux États modernes pour gérer leurs ressources, planifier leurs infrastructures et affirmer leurs pouvoirs territoriaux. Ainsi, le travail des cartographes du XVIIIe siècle posa les bases de notre représentation contemporaine de l'espace. En poursuivant cette exploration du temps des cartographes, il est essentiel de considérer comment les innovations introduites au siècle des Lumières allaient influencer la cartographie des siècles suivants. Nous continuerons donc à découvrir dans la suite la manière dont ces méthodes rationnelles s'exportèrent outre-mer et se confrontèrent aux réalités parfois complexes des nouveaux territoires explorés. La cartographie au service de l'Empire et de la guerre. La cartographie a joué un rôle crucial dans la construction et la consolidation des empires tout au long de l'histoire humaine. Dans le contexte militaire, elle a permis aux dirigeants et aux stratèges de visualiser non seulement le terrain, mais aussi les ressources disponibles et les positions ennemies. À mesure que les conflits devenaient plus complexes, la précision et la fiabilité des cartes devenaient des atouts indispensables. Ces documents n'étaient pas de simples représentations géographiques, mais des outils stratégiques capables d'influencer le cours des guerres et l'expansion des territoires. Les armées des grandes puissances, dès l'Antiquité, comprenaient l'importance de collecteurs géographiques expérimentés. Chez les Romains, par exemple, les membres du corps des cartographes servaient à tracer les itinéraires, à évaluer les distances et à concevoir des plans d'attaque ou de défense. Ces cartes étaient souvent mises à jour après chaque campagne afin d'ajuster les stratégies en fonction des nouvelles informations recueillies sur le terrain. Par conséquent, la cartographie était un service essentiel qui liait la connaissance du territoire et le pouvoir militaire. Au Moyen Âge, l'utilisation stratégique de la cartographie s'est affinée avec l'apparition de nouvelles techniques de relevé et la diffusion des cartes manuscrites. Les grandes dynasties et royaumes utilisaient ces documents pour gérer leurs possessions et planifier des campagnes militaires à grande échelle. Par exemple, lors de la reconquête de territoires en Europe, chaque mouvement de troupes était accompagné d'une lecture attentive des cartes, permettant d'éviter les pièges naturels et de choisir les passages les plus appropriés pour la progression. Ces cartes n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles représentaient aussi un savoir-faire symbolique, signe de puissance et de contrôle. La Renaissance marque une étape capitale. La cartographie intègre progressivement des données plus précises grâce au progrès en mathématiques, astronomie et navigation. L'avènement de l'imprimerie a permis la diffusion plus large de cartes qui, jusque-là, étaient des objets rares et précieux. Les armées européennes ont ainsi bénéficié de supports détaillés, souvent précieux, lors des grandes guerres de conquête. Par exemple, les cartes utilisées durant les campagnes des empereurs étaient des points de référence essentiels pour guider les mouvements des troupes et prévoir les possibles alliances ennemies ou leurs défenses naturelles. À l'époque moderne, au XVIIe et XVIIIe siècle, la cartographie devient un outil politique et militaire majeur. Les empires coloniaux européens se sont servis de cartes précises pour organiser l'exploitation des nouveaux territoires, surveiller leurs frontières et planifier leurs incursions contre les autres puissances. Les missions d'exploration destinées à collecter des données précises s'intensifient. Des cartographes comme Guillaume de Lille ou Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville ont révolutionné la manière de représenter le monde, intégrant des relevés topographiques et des informations issues de rapports militaires et scientifiques.
Lors des campagnes napoléoniennes, l'utilisation de cartes détaillées fut décisive. Napoléon Bonaparte lui-même connaissait l'importance de la supériorité cartographique. Il ordonnait à ses officiers de disposer de cartes actualisées, détaillant les routes, les reliefs et la disposition des forces adverses. Ces cartes offraient une supériorité tactique, permettant l'anticipation des mouvements ennemis et la prise de décisions rapides. La précision des cartes contribuait à la mobilité des troupes, un élément clé dans les stratégies de Napoléon, qui combinait vitesse et surprise. La cartographie ne se limitait pas aux grandes campagnes. Sur le terrain, les soldats eux-mêmes utilisaient de petites cartes pour s'orienter, éviter les pièges et coordonner leurs actions. Ces cartes au format réduit, parfois esquissées à la main, étaient autant de guides indispensables dans des terrains inconnus. Les armées disposaient également de plans détaillés pour les sièges, souvent élaborés après des observations minutieuses des fortifications ennemies. Ces documents étaient au cœur des décisions lors des batailles prolongées, où la compréhension du territoire faisait la différence entre la victoire et la défaite. Le développement des instruments de mesure, comme le théodolite ou le compas magnétique, a permis des relevés plus précis, renforçant ainsi la fiabilité des cartes. Ces progrès techniques ont été intégrés rapidement par les armées soucieuses de réduire les incertitudes liées aux campagnes militaires. La précision cartographique favorisait non seulement les opérations offensives, mais aussi la logistique. La gestion des approvisionnements, le choix des quartiers divers et la planification des itinéraires dépendaient directement de cartes bien conçues, qui servaient aussi à limiter les pertes humaines et matérielles. Les cartographes eux-mêmes occupaient une place privilégiée dans la hiérarchie militaire. Leur rôle dépassait souvent la simple confection des cartes. Ils participaient aux conseils de guerre et aux négociations, apportant une vision rigoureuse du terrain. Parmi eux, des personnalités comme César-François Cassini ont laissé un héritage durable, avec des cartes dont la précision servira longtemps à la France et à ses conquêtes. Leur travail fut un pont entre la science et la stratégie, démontrant combien la connaissance du monde s'inscrivait dans les enjeux de pouvoir. Durant les conflits du XIXe siècle, notamment les guerres napoléoniennes et les campagnes coloniales, la cartographie militaire s'est professionnalisée. Les écoles militaires intégraient désormais la formation cartographique obligatoire, assurant que chaque officier puisse comprendre et utiliser ces outils. Cette évolution traduisait une époque où la guerre devenait plus technique, plus mécanisée. Les cartes étaient stratégiques à toutes les échelles, de la coordination entre différentes unités à la gestion globale des campagnes militaires. L'impact politique de la cartographie fut également majeur. Les cartes utilisées pour délimiter des possessions ou préparer les traités de paix étaient des documents diplomatiques essentiels. Elles fixaient les frontières, parfois au prix de longues discussions, et contribuaient à stabiliser les relations entre États. Un exemple célèbre est la carte de l'Europe issue du Congrès de Vienne, qui a redessiné le continent après les guerres napoléoniennes. Ces cartes ne sont pas uniquement des représentations neutres. Elles incarnent des choix politiques, des compromis ou des conflits toujours latents. Dans les empires coloniaux, la cartographie servait aussi à légitimer la présence et les revendications territoriales. Par la représentation cartographique, les autorités pouvaient justifier leur politique d'occupation et d'administration. Les cartes devenaient alors des instruments de pouvoir symbolique, montrant un territoire découvert, délimité et contrôlé. Cette dimension politique s'ajoute à la fonction militaire pour faire de la cartographie une science au cœur des ambitions impériales. Finalement, cette dimension stratégique de la cartographie a posé les bases d'une science qui s'est perpétuée au-delà des conflits. Les données collectées pour les besoins militaires ont souvent bénéficié aux sciences naturelles, aux infrastructures et à la civilisation en général. Paradoxalement, les cartes ont servi aussi bien à la destruction qu'à la construction, grâce à l'accès accru à une connaissance précise du territoire. Ce rôle ambivalent
illustre la force de la cartographie comme vecteur du pouvoir et du savoir. Alors que notre exploration de la cartographie stratégique touche à sa fin, il est essentiel de préparer notre regard vers les innovations qui suivront. La numérisation, les systèmes d'information géographique et la cartographie assistée par ordinateur transformeront encore la manière de concevoir l'espace, le contrôle et la guerre. C'est dans ce contexte moderne que nous aborderons la suite, en observant comment les techniques ancestrales se combinent avec les technologies actuelles pour écrire de nouvelles pages de l'histoire cartographique. L'ère de la photographie aérienne et du relevé moderne. Au cours du XXe siècle, le monde de la cartographie a connu une transformation profonde grâce à l'apparition de technologies inédites qui ont modifié la manière dont les données géographiques étaient collectées et représentées. La photographie aérienne a émergé comme un outil majeur dans cette révolution, offrant une perspective nouvelle qui dépassait les limites des méthodes traditionnelles au sol. Avant cette innovation, les relevés cartographiques s'appuyaient principalement sur des observations terrestres et des mesures manuelles, souvent longues et susceptibles d'erreurs. Avec l'avènement des prises de vue aériennes, il est devenu possible de capturer des images détaillées et précises des paysages, rendant la cartographie plus rapide et plus fiable. Les avions spécialement équipés ont commencé à survoler les territoires en photographie en haute résolution, permettant d'obtenir des données en 3 dimensions grâce à la stéréophotogrammétrie. Cette technique exploite 2 images prises sous des angles différents, ce qui permet de calculer les reliefs avec une précision remarquable. Des cartographes comme Jacques Lefebvre, qui a consacré sa carrière à la précision topographique, ont été des pionniers dans l'exploitation de ces nouvelles méthodes. Leurs travaux ont ouvert la voie à la création de cartes plus détaillées, indispensables pour des usages variés, allant de l'urbanisme à la planification militaire. Parallèlement, les progrès en électronique et en astronomie ont conduit au lancement des premiers satellites d'observation terrestre dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ces satellites, équipés de capteurs sophistiqués, pouvaient scanner de vastes zones de la planète, fournissant une couverture inégalée et permettant de suivre l'évolution des environnements naturels et des infrastructures humaines. L'intégration des images satellitaires à la cartographie a représenté un saut qualitatif. Les scientifiques pouvaient désormais visualiser les changements climatiques, surveiller les forêts et même anticiper les risques naturels avec une précision jamais atteinte auparavant. En parallèle, les innovations dans les systèmes d'information géographique, ou SIG, ont permis de traiter et d'analyser ces énormes volumes de données spatialement référencées. Grâce à des logiciels puissants, les cartes n'étaient plus de simples représentations statiques, mais devenaient des outils dynamiques, capables d'intégrer des couches multiples d'informations. Ce changement a modifié la relation entre les cartographes et le paysage étudié, passant d'une simple transcription à une analyse approfondie et à une modélisation complexe. Le rôle du cartographe s'est ainsi enrichi, mêlant compétences techniques et compréhension géographique approfondie. Les expéditions globales, souvent financées par des institutions scientifiques nationales, ont également profité de ces avancées. Des équipes pluridisciplinaires réunissant géologues, biologistes, ingénieurs et techniciens ont pu cartographier des régions jusque-là difficiles d'accès comme les forêts denses d'Amazonie ou les territoires polaires. Des figures emblématiques de cette époque, comme l'explorateur Pierre Marchand, ont contribué à la collecte de données sur le terrain, reliant leur expérience directe à la puissance des outils modernes de relevé. Ces expéditions ont enrichi les bases de données cartographiques et ont permis de mieux comprendre la diversité des écosystèmes et des formes de relief. La photographie aérienne n'a pas seulement amélioré la précision des cartes, elle a aussi modifié la perception visuelle des territoires. Les images capturées du ciel ont permis à la société de découvrir la beauté et la complexité des paysages sous un angle inédit, suscitant un intérêt renouvelé
pour la géographie et l'environnement. Dans le même temps, les données récoltées ont permis de planifier avec plus d'efficacité des infrastructures, telles que routes, barrages et zones urbaines, facilitant le développement économique et social. Les données aériennes et satellitaires ont également joué un rôle crucial dans le suivi environnemental. Par exemple, depuis plusieurs décennies, l'observation régulière des calottes glaciaires, des déserts et des forêts a permis d'identifier des tendances de dégradation ou de croissance qui éclairent les politiques de gestion durable. Cette application scientifique a ouvert un chapitre essentiel dans l'utilisation des technologies cartographiques, montrant que l'objectif dépassait désormais la simple représentation pour s'inscrire dans une démarche proactive de préservation. Les modalités de collecte d'informations ont ainsi connu une accélération sans précédent. Les appareils photos sur avions et satellites captent aujourd'hui des milliers d'images par heure, stockées dans des bases de données accessibles aux chercheurs du monde entier. Les techniques de photogrammétrie numérique ont remplacé progressivement les méthodes analogiques classiques, accroissant la rapidité de traitement et la qualité des restitutions cartographiques. La précision de ces données a conduit à la création de cartes thématiques très spécifiques, adaptées à des usages variés, allant de la gestion agricole à la prévention des catastrophes. Cependant, malgré ces progrès, l'analyse humaine reste indispensable. Le travail des cartographes ne s'est pas réduit à une simple supervision mécanique. Au contraire, ils sélectionnent les données pertinentes, corrigent les anomalies et interprètent les images dans le contexte historique, géologique ou social propre. À chaque espace étudié, le mariage entre les compétences humaines et les technologies modernes symbolise donc l'essence même de la cartographie au XXe siècle. Un art et une science au service d'une meilleure connaissance du monde. Dans ce contexte de mutation, les organismes cartographiques publics et privés ont restructuré leur mission. Le Service géographique national a multiplié les partenariats avec les centres de recherche et les agences spatiales, favorisant l'échange de données et l'innovation technologique. Cette synergie a ouvert la voie à des projets collaboratifs transnationaux, où les frontières entre disciplines et pays s'estompent au profit d'une compréhension globale et partagée de notre planète. L'ère numérique renforce cette dynamique, rendant les cartes accessibles à tous, non seulement aux spécialistes. Le rejet des anciennes méthodes rigides au profit de systèmes dynamiques a renforcé la flexibilité des outils cartographiques. Ainsi, il est désormais possible d'intégrer en temps réel des informations provenant de multiples capteurs, y compris des données issues de dispositifs mobiles ou de drones. Cette évolution représente un prolongement naturel de la photographie aérienne classique qui, en combinant tradition et innovation, façonne le paysage cartographique moderne. Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives pour la gestion urbaine, la planification écologique et l'intervention rapide en cas d'urgence. Au fil des décennies, la cartographie s'est révélée être un domaine en constante évolution, porté par des innovations techniques et une volonté constante de mieux cerner la complexité terrestre. La période que nous examinons marque un tournant où l'espace devient non seulement mesurable, mais aussi intelligible à une échelle plus méridienne que jamais. Le passage du vol à basse altitude aux orbites satellites en est la meilleure illustration, symbolisant la conquête graduelle d'une connaissance plus fine, précise et intégrée. La richesse des données collectées au cours du XXe siècle ne peut être sous-estimée. Elle a non seulement permis d'améliorer les cartes classiques, mais aussi d'encourager le développement de nouvelles disciplines comme la télédétection et la cartographie numérique. Ces domaines ont profité des technologies pour générer des produits cartographiques interactifs et personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de professionnels dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, la défense, l'aménagement du territoire ou encore la recherche environnementale. Il convient de mentionner que cette révolution technique a eu plusieurs visages selon les régions du globe.
Dans certains pays, la résolution des images aériennes et satellitaires était limitée par des facteurs économiques et politiques. D'autres nations, en revanche, ont investi massivement dans ces technologies, devenant des acteurs majeurs de la cartographie mondiale. Cette disparité a influencé la façon dont la connaissance géographique s'est structurée à l'échelle internationale, posant aussi les bases de collaboration scientifique transfrontalière. Le rôle de l'homme radar et de ses successeurs mérite une attention particulière. Ces spécialistes de l'imagerie satellitaire et de la photographie aérienne ont contribué à transformer la collecte de données, utilisant des techniques de plus en plus raffinées pour extraire des informations à partir de images brutes. Des recherches approfondies sur les caractéristiques spectrales de la surface terrestre permettent par exemple de distinguer différents types de végétation, ce qui s'avère essentiel pour le suivi écologique et la gestion des ressources naturelles. Plus encore, la démocratisation des outils de cartographie numérique a donné naissance à une nouvelle génération de passionnés et de professionnels. Grâce à des logiciels accessibles et à l'accès croissant aux données open source, des amateurs éclairés comme Marie Dupont, photographe et cartographe amateur, ont pu contribuer activement à la réalisation de cartes participatives. Ce phénomène montre que la cartographie ne se cantonne pas au laboratoire, mais intègre désormais un spectre plus large de contributeurs. La stabilité des images aériennes comparée aux cartes traditionnelles a également permis de conserver une trace historique des transformations terrestres. Les chercheurs utilisent ces archives visuelles pour analyser l'évolution des paysages urbains, ruraux ou naturels sur plusieurs décennies. Cela enrichit notre compréhension des dynamiques territoriales et éclaire les défis actuels en matière d'aménagement et de protection environnementale. L'apport historique se révèle donc fondamental pour penser l'avenir et répondre aux questions sociétales qui émergent. Au cœur de ces innovations, l'intégration des données photographiques dans les systèmes SIG a facilité la création de cartes thématiques spécialisées. Ces dernières permettent un passage fluide du registre généraliste à celui de la précision sectorielle, que ce soit pour les risques naturels, les ressources minières ou les trajets de transport. Les possibilités d'analyse se sont multipliées avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui ouvre de nouvelles perspectives pour la reconnaissance automatique des formes et la détection de changements. Cette période est aussi marquée par le perfectionnement des techniques de calibration et d'étalonnage des instruments. Les scientifiques ont développé des protocoles rigoureux pour assurer la qualité des images, corrigeant les distorsions liées à l'altitude, à l'angle de prise de vue ou aux conditions atmosphériques. Ces améliorations ont contribué à la production de cartes fiables et comparables dans le temps, ce qui s'est avéré essentiel pour toutes les applications scientifiques ou opérationnelles. L'histoire du XXIe siècle semble poursuivre ce chemin d'innovation, s'appuyant sur les acquis du siècle précédent. L'évolution continue des capteurs, la miniaturisation des équipements et la multiplication des plateformes photographiques, notamment les drones, renforcent les capacités d'observation de notre planète. Ce riche héritage technique, dont la photographie aérienne et les premières images satellites sont le fondement, illustre le passage progressif d'une cartographie artisanale à une science moderne et collaborative. En conclusion, cette époque a marqué un tournant décisif dans la manière de concevoir le monde en carte. Les avancées technologiques ont donné aux cartographes les moyens d'une exploration plus complète et précise des territoires, transformant à jamais notre rapport à l'espace terrestre. Tandis que ces outils continuent à évoluer, ils confortent l'idée que la cartographie reste un élément fondamental de la connaissance humaine, indispensable pour comprendre et gérer la complexité du monde qui nous entoure. C'est avec cette compréhension améliorée que nous nous apprêtons à explorer les transformations ultérieures, notamment la transition vers la cartographie numérique interactive dans les chapitres qui suivent. La cartographie numérique et les systèmes d'information géographique. La cartographie numérique est née d'une convergence entre l'évolution des technologies informatiques et la nécessité croissante d'organiser et d'analyser des données géographiques.
Dès les années 60, les progrès des ordinateurs ont permis de stocker et de manipuler des informations spatiales bien plus efficacement que jamais auparavant. Cette révolution a marqué une rupture avec les méthodes traditionnelles de cartographie manuelle, qui, malgré leur précision artistique, étaient limitées en termes de mise à jour et d'interaction dynamique. Le principe central de la cartographie informatique repose sur la base de données géographiques, un système capable de traiter des ensembles d'informations associées à des lieux précis. Ces bases permettent de classer, d'interroger et de visualiser les données de manière cohérente. Par exemple, on peut y intégrer des données démographiques, environnementales, économiques ou encore des infrastructures. La gestion centralisée de ces informations offre une puissance d'analyse sans précédent, indispensable aux décideurs, aux urbanistes ou aux chercheurs. Au cœur de cette technologie se trouvent les systèmes d'information géographique, souvent désignés par l'acronyme SIG. Ces systèmes combinent des outils de cartographie avec des bases de données informatiques, formant ainsi une interface complète. Le SIG permet non seulement de représenter des cartes, mais aussi de traiter des informations complexes, facilitant la détection de tendances et la planification stratégique. Depuis son apparition, il s'est imposé dans de nombreux secteurs, de la gestion des ressources naturelles à la planification urbaine. Les premières implémentations des SI ont vu le jour dans les administrations gouvernementales, où la gestion précise des territoires était essentielle. Ces systèmes ont permis de répondre aux besoins spécifiques, tels que la surveillance des changements environnementaux ou la planification des infrastructures routières. Progressivement, ils se sont étendus aux entreprises privées, à la recherche scientifique et même aux organismes humanitaires, témoignant de leur flexibilité et de leur utilité variée. Le fonctionnement d'un SIJ repose sur plusieurs composantes principales. D'abord, la collecte des données qui peut provenir de sources diverses, photographies aériennes, images satellites, enquêtes terrain, capteurs GPS et bases de données existantes. Ensuite, le traitement informatique de ces données permet de corriger, d'intégrer et d'indexer les informations pour qu'elles soient exploitables à différents niveaux. Enfin, la visualisation interactive offre à l'utilisateur la possibilité d'analyser les cartes selon ses besoins particuliers. Ce qui distingue vraiment les systèmes modernes, c'est leur capacité à gérer des données en temps réel. Dans le domaine de la gestion des crises, par exemple, les SIG permettent de monitorer des événements climatiques, des incendies ou des inondations en offrant des cartes actualisées immédiatement. Cette réactivité est devenue un atout majeur, permettant, par exemple, aux équipes de secours de s'organiser plus efficacement et de réduire les impacts humains et matériels. D'autre part, les SIG participent activement à une meilleure connaissance des territoires grâce à l'intégration des données historiques et actuelles. Ils facilitent ainsi l'observation des évolutions urbaines, la perception des dynamiques écologiques et sociales. Cette approche systémique aide à anticiper les conséquences de certaines décisions en s'appuyant sur des données précises et structurées. Le rôle du cartographe s'en trouve transformé, devenant non seulement un créateur de cartes, mais aussi un analyste engagé dans la gestion durable. Des innovations récentes ont renforcé l'importance des SIG dans la vie quotidienne. L'émergence de la géolocalisation mobile permet à tout un chacun d'accéder à des informations spatiales personnalisées, que ce soit pour trouver un itinéraire, localiser des services ou analyser un environnement immédiat. Ces applications grand public prolongent la portée traditionnelle des SIG, les rendant désormais indispensables au fonctionnement urbain et à la mobilité. Par ailleurs, l'interconnexion entre SIG et technologies émergentes comme l'intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons. L'IA apporte des capacités d'analyse prédictive, capables par exemple d'anticiper les risques naturels ou d'optimiser les réseaux de transport. Cette synergie accroît la précision des cartes et la pertinence des informations fournies,
renforçant l'efficience des systèmes de gestion territoriale. On entre ainsi dans une ère où les cartes ne sont plus statiques mais vivantes, en constante évolution. Enfin, il est essentiel de souligner que la diffusion et la collaboration autour des données géographiques ont été renforcées grâce aux plateformes ouvertes. De nombreuses collectivités et organisations partagent désormais leurs bases de données, ce qui favorise la transparence et l'innovation. Ce mouvement vers un partage plus large accélère les recherches et les projets interdisciplinaires, impliquant des experts de divers domaines, des géographes aux experts en informatique en passant par les sociologues. En conclusion, la cartographie numérique et les systèmes d'information géographique ont profondément changé notre manière de comprendre et de gérer les espaces. Ils ont permis de passer d'une vision statique et figée à une appréhension dynamique et intégrée des territoires. Ces outils se révèlent indispensables dans la prise de décisions éclairées et la planification à long terme. Ainsi, en explorant ces technologies, on entrevoit une nouvelle dimension de la relation entre l'homme et son environnement. Cette évolution pose aussi de nouveaux défis, notamment en termes de protection des données et d'éthique. La gestion responsable des informations géographiques est un sujet central, qui devient crucial à mesure que la quantité de données récoltées augmente. Prochainement, nous verrons comment les enjeux actuels façonnent le futur de la cartographie, ainsi que les perspectives qu'ils offrent pour une gestion territoriale plus intelligente. La cartographie aujourd'hui et demain. La cartographie a toujours été une discipline en constante évolution, reliant l'homme à son espace, son environnement, sa mémoire. Aujourd'hui, le bilan des progrès accomplis révèle une transformation profonde qui conserve pourtant la continuité avec les pratiques anciennes. Autrefois, les cartes se faisaient à la main, chaque trait témoignant du savoir d'un cartographe passionné. Ces artisans, parmi lesquels figurèrent des figures comme Gerardus Mercator et Abraham Ortelius, ont jeté les bases d'une compréhension géographique plus précise et synthétique. Au fil des siècles, la précision des cartes a augmenté grâce aux innovations techniques. L'introduction de la photographie aérienne au XIXe siècle a marqué un tournant en offrant une vue d'ensemble plus objective que jamais. Cette évolution s'est amplifiée avec la cartographie satellitaire, rendant accessible la moindre parcelle de la Terre dans ses moindres détails. Aujourd'hui, les technologies numériques permettent non seulement de créer des cartes fidèles à la réalité, mais aussi de les actualiser en temps réel. L'intelligence artificielle, qui a fait des progrès remarquables ces dernières années, joue désormais un rôle central dans la modification de la cartographie. Des algorithmes sophistiqués analysent des volumes colossaux de données géographiques, en extraire des tendances et anticipent des changements. Cela modifie la manière dont nous percevons, planifions et adaptions nos territoires. Par exemple, en milieu urbain, les cartes intelligentes contribuent à une gestion optimisée des transports et des infrastructures. Ces cartes dynamiques ne sont pas figées, elles évoluent au rythme des activités humaines et des phénomènes naturels. La réalité augmentée ajoute une autre dimension en superposant des informations virtuelles à l'environnement réel. Grâce à cette technologie, il devient possible de transformer une simple promenade en une expérience immersive, guidée par des indications détaillées et contextuelles. Elle s'applique aussi bien à l'exploration touristique qu'à la gestion des ressources naturelles, en offrant un accès instantané à des données précises. Cette interaction entre le monde tangible et le numérique ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension spatiale. Malgré cette évolution fulgurante, le lien avec l'héritage cartographique ancien demeure intact. Les techniques modernes n'existent pas hors de l'histoire qu'elles prolongent, ni sans le soin dévoué des experts en géographie et en sciences informatiques. Ainsi, l'enseignement de la cartographie conserve sa place, mêlant savoir traditionnel et innovation technologique. Les futures générations devront explorer ce double héritage pour continuer à dessiner le monde avec rigueur et imagination.
L'intégration de ces outils technologiques soulève également des questions éthiques et pratiques. Comment garantir la protection des données personnelles dans des cartes toujours plus précises? Comment éviter la dépendance excessive à des systèmes informatiques parfois fragiles? Ces défis requièrent une réflexion collective profonde, impliquant autant les scientifiques que la société civile. La cartographie de demain sera aussi une affaire de confiance et de responsabilité partagée. En regardant au-delà de notre planète, la cartographie spatiale progresse grâce à des missions d'exploration interplanétaires. Les cartes réalisées à partir de données envoyées par des sondes illustrent des paysages inconnus et vastes, contribuant à des connaissances encore fragmentaires du système solaire. Ces outils aident à comprendre l'origine de la Terre dans un contexte cosmique plus vaste, tout en posant les bases pour d'éventuelles futures colonisations. La cartographie conserve donc son rôle fondamental dans l'organisation de l'espace, la gestion des ressources et la compréhension des sociétés humaines. Elle est devenue une interface essentielle entre l'environnement physique et le numérique, un langage universel reliant différentes disciplines et cultures. Chaque carte, qu'elle soit ancienne ou numérique, témoigne d'une époque, d'une vision et d'une avancée humaine singulière. Cette continuité temporelle enrichit notre rapport quotidien au monde. En somme, la cartographie d'aujourd'hui est à la fois la gardienne d'un passé riche et le phare d'un avenir plein de promesses. Son évolution vers des formes interactives et intelligentes démontre la capacité humaine à s'adapter et à innover sans perdre de vue l'essentiel. Une représentation fidèle, utile et partagée de notre planète. La frontière entre le réel et le virtuel se réduit progressivement, élargissant la perception et la protection de l'espace terrestre. Alors que nous entamons une nouvelle ère cartographique, la transmission des savoirs historiques et l'adoption des technologies avancées forment un mélange précieux. Cette symbiose entre conservation et innovation assure que la cartographie continuera de remplir ses fonctions pour les générations à venir, répondant aux nouveaux défis globaux tout en restant accessible et compréhensible pour tous. Le voyage est loin d'être terminé. La réflexion sur le futur ne cesse de s'enrichir à mesure que les technologies nouvelles émergent. Les évolutions possibles incluent l'intégration plus poussée de la réalité virtuelle, des modèles prédictifs encore plus précis et une collaboration internationale renforcée. Ce futur dessiné par des géographes, des informaticiens, des urbanistes et bien d'autres acteurs promet de rendre le monde plus transparent, connecté et durable. Cette continuité entre l'héritage ancien et les technologies avancées souligne que la cartographie est avant tout une aventure humaine constamment renouvelée. Chaque carte créée aujourd'hui incarne de multiples savoirs accumulés, garde un témoignage de nos perceptions passées et sert de guide pour les orientations futures. Ces liens invisibles entre les générations montrent que la cartographie est un pilier fondamental de la civilisation. La richesse de cette histoire collective inspire une confiance pour les innovations à venir. Elle invite aussi à une utilisation lucide et responsable des nouveaux outils, en accord avec les valeurs d'exactitude et de respect des espaces et des populations. La cartographie ne se limite pas à un simple outil technique, elle est un vecteur de connaissance et de compréhension globale qui ne cesse de se réinventer. En conclusion, le parcours de la cartographie nous enseigne la puissance de l'observation, de la méthodologie et de la créativité humaine alliée à la technologie. Ce mariage entre savoirs ancestraux et avancées scientifiques ouvre la voie à des cartes plus vivantes, utiles et interactives que jamais. Il reste à chacun de nous de s'approprier ces outils dans une démarche consciente et respectueuse. Ainsi, à mesure que les cartes continueront de se transformer et d'évoluer, leur essence restera fidèle. Représenter notre monde avec précision et sens. Le regard tourné vers demain,